Pratiquer le street lifting, est-ce vraiment compatible avec une bonne santé? Ça, c'est une question qui revient souvent quand on peut me voir pratiquer avec des charges lourdes, avec des contraintes répétées, avec des exercices qui sont très exigeants comme le muscle-up. Alors, est-ce que c'est une idée qu'on se fait? Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la santé? Dans cet épisode, on va décortiquer un petit peu tout ça pour répondre à ces questions de est-ce que pratiquer le street lifting, c'est compatible avec une bonne santé? Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance avec un nouvel épisode tous les lundis. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va aborder le sujet du street lifting et de la santé. Donc comme les autres thématiques, en fait, mon avis en tant que kiné et aussi mon avis en tant qu'athlète. Et vous allez voir que le but, c'est de recouper des choses, mais qu'il y a des petites spécificités, évidemment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va faire un petit point de où j'en suis en ce moment, car si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, je vous parlais de ma prépa compétition, qui arrive dans un mois. Donc à l'heure où je tourne le podcast, on est le 7 mai, il me semble. Ma compétition est le 24 mai, donc ça se rapproche. La semaine dernière, j'étais bien fatiguée, bien KO, je vous ai dit que c'était difficile. Là, cette semaine, déjà, je reprends un petit peu plus du poil de la bête. Nerveusement, je suis un petit peu mieux, j'arrive à avoir les idées un petit peu plus claires. Donc, je suis contente de me sentir de nouveau en forme, ça me rassure. Pareil, niveau poids, là, ça descend bien. Je suis de plus en plus légère, sans faire plus d'efforts. Donc, je suis plutôt sur une bonne dynamique, donc ça, c'est cool. Et par contre, niveau compétition, il va falloir qu'on revoie peut-être un petit peu les objectifs que je m'étais fixés d'un point de vue plus stratégique. Parce que comme vous le savez, moi, mon objectif, c'est de faire des compétitions à l'international. Donc en fait, cette compétition Ice Cup, c'est aussi une compétition qualificative pour les Europes dans le cas où mon total aux mondiaux ne suffirait pas. Sauf que du coup, l'enjeu, c'est vraiment les Europes. Donc là, la Ice Cup, ça doit juste être une phase de qualification. C'est vrai que je m'étais mis en tête des gros objectifs parce que j'avais besoin de ça, je pense, pour me hype. Mais au vu de la fatigue que j'ai eue là sur cette prépa, etc., on s'est dit, ok, on va voir si c'est vraiment nécessaire de faire ces grosses barres-là, ces objectifs-là, sachant que l'objectif premier, c'est juste de choper sa qualif, de se faire plaisir. Je sais que sur le tirage, j'ai un petit peu plus d'attente parce que ça fait trop longtemps que ça traîne sur le tirage. Et comme le tirage, c'est moins énergivore nerveusement, je me dis, je pourrais peut-être exploiter un petit peu plus sur ce côté-là. Par contre, sur tout ce qui est poussé, donc dips et squats, faut encore qu'on réfléchisse, qu'on voit comment se passe la fin de prépa, mais peut-être que je ferai pas tout ce que j'ai prévu sur cette compétition-là pour pouvoir me préserver pour les Europes, parce que c'est là qu'il faudra mener la bagarre et représenter fièrement la France. Donc on verra, je pense que je vous tiendrai au courant. J'hésite d'ailleurs à faire, vous me direz, une vidéo YouTube, mais pas sous forme de podcast, plus sous forme de vidéo YouTube, où je vous emmène par exemple avec moi à l'entraînement et on parle un petit peu de ça. Plus profondément. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. C'est vrai que les vidéos YouTube, j'ai plus de mal à lancer. Je sais pas trop si c'est un format qui vous plairait, que je vous montre un petit peu plus, l'intérieur de mes entraînements ou de ma vie de façon générale, comment je gère les coachings, la réhab, l'aspect kiné. Ça peut être intéressant, donc vous me direz en commentaire. Mais trêve de plaisanterie, on a pris de nos nouvelles, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que dans cet épisode, on va aborder du coup plusieurs aspects du street lifting, parce que en fait, il y a différents aspects à prendre en compte par rapport à ce sport pour pouvoir dire si oui ou non c'est compatible avec la santé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire, que vous pratiquiez le street lifting ou non, ça peut être intéressant. Et si vous m'écoutez et que vous ne connaissez pas le street lifting, je vais quand même vous faire un petit rappel, comme ça vous pourrez suivre un petit peu plus facilement la discussion. Le street lifting, c'est un sport de force avec 4 mouvements, donc le muscle up, qui peut être aux anneaux ou à la barre. Chez les femmes, c'est beaucoup plus développé sur les anneaux. Les hommes n'ont pas le choix que de le faire à la barre. Les tractions, les dips et les squats. Et l'objectif de compétition, c'est de charger le plus possible sur une seule répétition. Donc ce que vous pouvez connaître un petit peu comme ce même format, c'est la force athlétique powerlifting ou l'haltérophilie. Ça a le même fonctionnement, juste les mouvements sont un petit peu différents. Maintenant que ceci est posé, vous comprenez du coup un petit peu mieux pourquoi on peut se poser la question d'un point de vue santé, parce que le but de ce sport, c'est de soulever lourd. Est-ce que soulever lourd, c'est dangereux ? Est-ce que la fatigue nerveuse, ça peut être dangereux à long terme? Parce que si vous avez écouté du coup l'épisode de la semaine dernière, je vous racontais ma prépa en tant qu'athlète, ma prépa compétition, et vous l'avez compris, j'ai quand même beaucoup de fatigue nerveuse. J'ai expliqué dans cet épisode-là que j'avais du mal à réfléchir, que cognitivement tout était plus lent,
que j'avais vraiment l'impression d'avoir un cerveau au ralenti, c'est assez perturbant et contraignant, en vrai, que j'avais des petites douleurs, enfin plein de petites choses qui du coup, si vous l'avez écouté, vous êtes peut-être pu vous dire, est-ce que vraiment je peux allier streetlifting et santé, ou alors c'est incompatible et qu'il faut que je fasse un choix là-dedans. Déjà, on va s'intéresser sur ce qu'est le streetlifting. On va laisser un petit peu de côté là tout l'aspect charge, etc. On va prendre mouvement par mouvement, ce que je viens de vous expliquer, et si on analyse un petit peu biomécaniquement ce qui se passe sur chacun des mouvements, on remarque quand même que l'épaule est très souvent recrutée. Qui dit épaule très souvent recrutée dit que du coup on va avoir quand même une charge importante sur cette articulation-là par rapport à d'autres sports où ça peut être un petit peu plus équilibré. Parce que vous voyez sur le muscle-up, on la recrute. En phase de tirage, on va avoir du coup de la flexion d'épaule, de la rotation interne puis de l'extension pour pouvoir passer. On a sur les phases de traction de la flexion. On a sur les phases de dips de l'extension, rotation interne, voire rotation externe même pour stabiliser. Enfin, vous comprendrez que du coup, on utilise quand même beaucoup l'épaule et qu'il faut qu'elle ait et de la stabilité, et de la mobilité, et de la force pour pouvoir permettre d'être performant sur chaque mouvement. On la recrute aussi sur le squat, indirectement, puisque en streetlifting, on met la barre généralement plutôt basse, squat low bar, on appelle ça. Et qui dit squat low bar dit qu'il faut une bonne mobilité en rotation externe d'épaule, cette fois-ci, pour pouvoir stabiliser la barre. Et donc, indirectement, ça vient mettre aussi des contraintes. Donc, ça veut dire qu'un peu, sur tous nos entraînements, déjà, on sait que l'épaule, elle a pas mal de contraintes. Donc là, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment sain pour une épaule de pouvoir la recruter autant ? Et je sais pas quelle relation vous pouvez avoir avec votre corps et votre pratique sportive, ceux qui m'écoutent, mais je sais que quand j'étais au cabinet, j'avais déjà beaucoup de patients qui me disaient oui, j'évite de ranger des choses en hauteur parce que je sais que lever l'épaule, c'est pas bien. On me disait je fais pas trop de tirage parce que je sais que ça coince au niveau de l'épaule. Donc il y a aussi ces croyances-là que l'épaule c'est fragile et qu'il faut faire attention au mouvement. Donc si vous êtes dans cette case-là, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais vous êtes plutôt partisan du oui, les épaules, faut être prudent, etc. Peut-être que si vous voyez le streetlifting, ça vous fait ultra peur et vous vous dites non mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Elle est en train de s'abîmer, etc. En plus elle est kiné. Et détrompez-vous. Détrompez-vous, et c'est un peu ce qu'on va débunker dans cet épisode-là, c'est que toute structure, moi j'ai vraiment envie qu'on insiste un petit peu là-dedans, dans cet épisode, c'est que le corps humain, il est incroyable déjà. Il est incroyable et il s'adapte. Donc en fait, si vous prenez votre grand-mère et que vous lui faites faire d'un coup des tractions, des muscle-up, probablement que les épaules risquent de tiquer un peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un vieillissement au niveau articulaire et musculaire, elle n'a pas du tout été entraînée pour, et en plus, si on l'entraînait même progressivement, ça prendrait beaucoup plus de temps que des personnes par exemple plus jeunes qui ont une meilleure capacité d'adaptation. Mais si vous prenez à l'inverse un tout petit enfant, j'allais dire allez, on va dire 10 ans quand même, avant ça fait quand même vraiment tôt, et que progressivement vous l'entraînez à des exercices aux anneaux, sur barre, etc., vous allez voir qu'il va développer une capacité d'adaptation assez folle puisqu'il est encore en train de grandir, ses articulations sont encore en train de s'adapter et ça va s'adapter à sa pratique. Donc là, dans ce sens-là, ça va plutôt lui être bénéfique parce que il va pouvoir tolérer de plus en plus de choses. Et je sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai en tête une petite fille que j'ai déjà vue sur les réseaux qui doit avoir 10 ans et qui fait des muscle-up beaucoup plus que moi, beaucoup plus même que les meilleurs de notre discipline en vrai. Muscle-up anneau, muscle-up bar, elle fait des tractions lestées avec sa petite sœur, enfin elle a 10 ans, hein, la gamine, mais c'est assez impressionnant. Après bon, on va pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est pas trop contraignant pour les enfants, etc., c'est pas la question. Là c'est juste d'un point de vue adaptation anatomique, physiologique, c'est hyper intéressant de voir que au final elle a 10 ans et elle nous bat tous sur ce type de mouvement parce que son adaptation se fait beaucoup plus rapidement. Et en fait, je vous parle de ça pour que vous compreniez que tout est une notion de progressivité et d'adaptation. Donc en soi, c'est pas problématique pour les épaules plus que ça si vous restez progressif dans votre discipline. Si vous essayez de respecter votre corps, que vous travaillez votre mobilité en parallèle, et ça on y reviendra. En soi, le streetlifting d'un point de vue juste mouvement,
c'est pas problématique. Je sais que j'en vois beaucoup aussi qui disent « Oui, mais les dips, ça fait mal aux épaules, etc. » J'ai jamais eu mal aux épaules sur les dips. Il y a des tas de gens qui n'ont jamais eu mal aux épaules sur les dips. Ce qu'il faut, c'est une bonne technique, une bonne progressivité, une bonne mobilité. Point final. Et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui se sont mis au street lifting et qui ont commencé à avoir des douleurs alors qu'avant, ils n'avaient pas de douleurs. Ça, c'est possible, et ça vient rejoindre ce que je vous disais précédemment, c'est que la problématique, c'est pas le sport en lui-même, c'est comment vous arrivez dedans. Très souvent, si vous n'avez pas eu de passé de gymnaste, de street workout, ou j'ai pas d'autres sports en tête, natation ça aide un petit peu aussi, enfin il y a d'autres sports qui vont en fait faire que vous avez déjà eu des adaptations au niveau de vos épaules et d'ailleurs autres articulations, là je me focus beaucoup sur les épaules mais on est d'accord qu'il y a autre chose dans cette pratique-là. Si vous arrivez sans ce bagage-là, admettons, vous faisiez juste un petit peu de muscu, tranquillou, et là vous vous mettez au street lifting, bah il vous manque peut-être de la mobilité, du contrôle moteur, de la force, de la mobilité thoracique aussi, je le vois beaucoup, mobilité thoracique. En fait, je fais ce geste-là parce que mobilité thoracique, c'est vraiment c'est au niveau du thorax, et que très souvent, si on n'a pas de mobilité thoracique, vous voyez, par exemple, si j'arrive pas à aller en extension, admettons, je suis tout le temps comme ça, là c'est mon max, je peux pas faire ça, bah ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher en arrière avec mon bras. Alors que si je sais ouvrir, vous voyez, j'ai besoin de moins forcer sur les épaules pour aller chercher bras en arrière parce que j'ai de la mobilité thoracique. Et ça, vous allez le comprendre, bah du coup, ça peut aider sur les tractions, parce qu'effectivement, si t'as une mauvaise mobilité d'épaule en flexion, mais que t'as une très bonne mobilité thoracique, bah tu viens compenser. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir les deux. Mais voilà, vous pouvez peut-être arriver dans la discipline en ayant quelques points à régler comme ça, et forcément, si vous n'en avez pas conscience, et que vous commencez à bourriner les tractions, les muscle-up, bah ça risque à un moment donné de coincer quelque part et de pouvoir créer des surcharges sur des structures qui vont du coup prendre plus de contraintes que si on avait réparti entre, par exemple ici, le thorax et les épaules. Et un des mouvements les plus complexes de notre discipline, c'est le muscle-up. Que ce soit sur barre ou anneau, en vrai, on retrouve les mêmes composantes, il y a évidemment des différences, mais je veux dire, on retrouve les mêmes composantes d'un point de vue biomécanique, puisqu'on part en position voilà, suspendue et on doit finir au-dessus. Juste la transition va être un petit peu différente, les contraintes également, mais ça nécessite en tous les cas de la force, de la technique, de l'explosivité et de la mobilité, j'ai envie de dire. Et vous comprendrez du coup que si vous arrivez sans ce bagage-là déjà et que vous essayez de faire des muscle-up, bon, déjà vous risquez de galérer un petit peu, mais j'ai envie de vous dire, on passe tous par là, donc ça, c'est pas grave en soi. Mais vous risquez d'avoir des compensations. Qu'est-ce qui se passe par exemple quand on apprend un muscle-up bar ? Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on arrive, on a la barre là, et on essaye de passer comme ça, si bien que en général on passe une épaule, un coude et après l'autre. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue biomécanique ? Ça veut dire qu'on force beaucoup plus déjà sur une épaule d'un côté et ensuite sur l'autre. On n'a pas une équilibration, si vous voulez. Je sais pas si ça se dit équilibration. Ça sonne bien, on va le garder. On n'a pas une équilibration des contraintes des deux côtés. Et en plus, on force sur les poignets parce que nos poignets étaient comme ça sur la position de départ et ils doivent se retrouver tendus. Donc on est là, on force, on tire sur les poignets, etc. Et ça, peut-être que si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez pas forcément sentir de problème particulier, mais répétez, vous allez venir surcharger tout ce qui est tendineux dans ces régions-là. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais Julie, quand on apprend, c'est normal de faire ça. En soi, oui, c'est normal, mais il faut pas griller des étapes. C'est là où on va un peu nuancer ce truc de... En fait, le street lifting en lui-même, c'est pas, jusqu'à maintenant, jusqu'à tout ce qu'on a évoqué à présent, c'est pas le mouvement qui est problématique. Ce ne sont pas les mouvements qui sont problématiques. C'est plutôt comment on aborde les mouvements. Donc forcément, si tu vas prendre ton muscle-up et tu fais que des essais-erreurs poids du corps et tu te jettes et t'essayes, là oui, tu risques de te faire mal et de te dire, purée, le muscle-up, c'est pas fait pour moi parce que ça me fait mal. Par contre, si au lieu de faire ça, tu travailles sur les qualités qui te manquent, donc par exemple l'explosivité, travail à l'élastique, travail de mobilité, travail de renforcement des coudes et des poignets, tout ça, ça va te permettre, quand tu feras tes essais sur le muscle-up, que je te conseille d'ailleurs dans un premier temps élastique, on évite de se lancer tout seul sur le poids du corps dès les premiers essais, à part si on a une base, encore une fois, t'arriveras à passer déjà probablement plus techniquement, parce que tu auras moins de facteurs à gérer pour compenser,
et en plus tu te surchargeras pas. Et ça c'est la grande problématique qu'on peut voir dans le streetlifting et d'ailleurs dans d'autres sports. J'ai envie de vous dire, la course à pied, je trouve que c'est un bon parallèle aussi en ce moment parce que tout le monde se lance un peu dans la course à pied, mais pareil, il y a des petites choses techniques à savoir, il y a cette notion de progressivité qu'on respecte pas forcément et c'est après qu'on se dit bon bah oui mais la course à pied ça fait mal aux genoux, ça fait mal aux pieds, etc. Non, c'est parce que juste tu l'as pas abordé de façon progressive. Et quand je vous parle de progressivité, vous allez me dire oui mais Julie du coup ça veut dire quoi progressivité, faut que je fasse combien, etc. En fait ça pareil, il n'y a pas une vérité générale. Il n'y a pas une vérité générale, il y a des façons de faire progressivement mais c'est aussi adapté à vous. C'est ce que je vous expliquais à vos antécédents, à ce que vous avez pu faire par le passé, et c'est comme ça que vous allez voir comment vous pouvez progresser. Il y a des gens qui progresseront beaucoup plus vite, on pourra mettre beaucoup plus d'intensité parce qu'ils ont déjà des bases, ce que je vous disais, ou parce que le corps apprend aussi beaucoup plus vite, il y a des personnes comme ça, et à l'inverse, il y a des cas de figure qui seront beaucoup plus lents, où il faudra prendre plus le temps, rebaisser en charge, et je sais très bien de quoi je vous parle parce que c'est un peu mon cas, et c'est pour ça que, bah, mine de rien, sur le muscle up, on va pas se mentir, j'évolue, mais progressivement et beaucoup plus lentement que ce qu'on peut voir chez d'autres athlètes, mais c'est parce que j'avais pas forcément les mêmes prérequis qu'eux, j'avais pas forcément de passé sportif, et que j'ai un corps, voilà, qui, sur ce mouvement, met plus de temps à apprendre, et c'est comme ça, malheureusement, on doit faire avec, on fait avec, il m'est très performant pour d'autres choses, sur cet aspect-là, il veut prendre un peu plus son temps, bien que des fois ce soit énervant, frustrant, on accepte et on continue de charbonner parce que ce qu'on veut c'est performer au long terme. Ensuite, la grande question qu'on se pose quand on regarde le streetlifting ou les sports de force, c'est est-ce que c'est dangereux de soulever autant de charges pour le corps ? Est-ce que c'est dangereux dans l'immédiat et est-ce que c'est dangereux à long terme ? Donc d'un aspect physique, on va dire juste biomécanique, non. Et les études montrent même le contraire. Ça, je m'évertue à le dire. C'est que travailler en force, ça vous renforce. Ça paraît logique comme ça, mais c'est une réalité. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le corps s'adapte. Donc en fait, si vous venez lui mettre des contraintes dessus, il va faire en sorte de se renforcer pour que la prochaine fois, ce soit plus facile, qu'il puisse mieux gérer. C'est vraiment cet instinct un peu de survie, en vrai, finalement. C'est que votre corps, il réagit à ce que vous le mettez devant lui, en vrai. Si vous le poussez à, effectivement, devoir faire des efforts physiques, bah, il va se dire, il faut que je me renforce pour pouvoir mieux gérer ces efforts physiques. Si vous le mettez face à aucune contrainte, que vous êtes sur votre canapé toute la journée, à quoi bon avoir des muscles parce que de toute façon, on n'en a pas besoin dans le quotidien. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Et la littérature a montré qu'effectivement, soulever des charges lourdes, ça a amélioré la masse musculaire, mais aussi la densité osseuse, la santé métabolique, tout ce qui est également fonction articulaire, et ça a amélioré le vieillissement. Il y a beaucoup d'aspects positifs à faire de la force. Et moi-même, en cabinet, quand j'avais des petites mamies que je devais renforcer pour certaines problématiques, souvent le dos par exemple, on faisait de la force. On faisait de la force évidemment adaptée à leur capacité, mais on faisait de la force parce qu'on sait que ça a beaucoup de bien-être sur la santé en général au long terme. Donc ça, c'est vraiment un mythe que je veux casser avec ce podcast, c'est n'ayez pas peur de soulever des charges lourdes. Encore une fois, en restant progressif, évidemment, et adapté à votre capacité, mais je veux dire, ce sera que bénéfique pour votre corps. Et par rapport à cet aspect-là, on va un petit peu nuancer avec la pratique du haut niveau. Parce que, en fait, vous allez comprendre, c'est vraiment le cœur de la réponse de ce podcast, c'est que streetlifting en lui-même, sur le papier, il n'y a pas de raison que ce soit dangereux pour la santé. Par contre, quand on bascule dans une quête de haut niveau, de quête de performance, là, évidemment, les choses sont un petit peu plus complexes. Et c'est vrai que le streetlifting et les sports de force, de manière générale, je ne sais pas pourquoi, les gens... Enfin, peut-être que je suis biaisée par ma pratique. Donc pareil, si vous faites du streetlifting et que vous m'écoutez, je veux vraiment avoir votre avis. Mais j'ai l'impression que les gens qui se lancent dans ce sport, c'est forcément pour faire du haut niveau. Ou en tout cas, espérer faire du haut niveau. Parce que, évidemment, que la plupart n'y arriveront pas, parce que c'est une réalité. Mais en tout cas, dans l'espoir de... Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a un peu ce phénomène-là dans les sports de force par rapport à la course à pied où les gens sont plutôt ok de se dire je vais courir un 10 bornes, mais mon objectif, c'est pas de gagner, c'est juste de courir. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand ils se lancent dans des courses, souvent, enfin la plupart, à part les meilleurs,
ils pensent même pas au podium, ils pensent même pas à la finalité, ils veulent juste faire leurs courses, faire un temps sympa pour eux et ça les rend heureux, on va dire. Alors qu'en streetlifting, j'ai l'impression que même quand on fait des perfs pour soi, évidemment qu'on est content, etc., mais il y a toujours cette petite voix dans notre tête qui nous dit ah, j'espère pouvoir me rapprocher de ça, peut-être faire des compétitions nationales, internationales. Et ça, c'est vraiment une question que j'ai. Je pense que les données sont peut-être plus chiffrées, plus parlantes. Je veux dire, c'est vraiment un total en termes de poids, donc ça permet de se situer plus facilement. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est plus accessible? Je sais pas. Alors que, j'allais dire, la course à pied, c'est pareil, hein, c'est des notions de temps, en vrai. Je sais pas. Bref, dites-moi si vous avez cette réponse à cette question. Et on va aborder du coup la partie suivante, où je voulais un petit peu parler de la santé par rapport au haut niveau et la quête de performance. En tout cas, si c'est pas le haut niveau, la quête de performance de façon générale. Donc déjà, si on compare les deux items. Le sport santé, c'est quoi? C'est pouvoir trouver un équilibre qui est durable dans le temps, qui permet de bien récupérer et qui va pas surfatiguer le système. Le but, c'est de s'entraîner, de progresser, de créer des adaptations sans forcément avoir d'impact négatif pour la santé, mais juste bénéficier des aspects positifs dont je vous ai parlé par exemple juste avant, avec l'aspect force. A l'inverse, la performance, c'est quoi? On va chercher la suroptimisation, l'adaptation maximale, la spécialisation et la surcharge pour créer vraiment encore plus d'adaptation. Et donc quand on voit un petit peu les deux façons de faire, on comprend que j'allais dire c'est pas forcément lié, oui et non, mais en tout cas il y a un moment donné où ça va coincer. Où ça va coincer, pourquoi? Parce que quand on recherche la suroptimisation, on va pas forcément parler de suroptimisation d'un point de vue santé, mais juste de performance. Quel exemple je pourrais vous prendre dans le streetlifting? Typiquement, l'ajout de matériel. L'ajout des coudières, l'ajout des genouillères, l'ajout de la ceinture, l'ajout de tous ces équipements-là, c'est pas fait d'un point de vue santé, hein. La ceinture, même pour le squat, c'est pas du tout pour protéger votre dos, etc. C'est vraiment d'un aspect performance. Et qui dit aspect performance, ça veut dire que là, on met des équipements pour pouvoir soulever plus lourd, sans que pour autant, notre corps soit capable tout seul de soulever plus lourd. Est-ce que vous comprenez un peu là où je veux en venir? C'est pour vous montrer que on trouve des alternatives pour soulever plus lourd, sans que notre corps soit forcément renforcé pour. Donc c'est bien d'un point de vue performance, parce que ça permet de soulever plus lourd, d'aller dans cette quête de charge pour de la performance. Mais d'un point de vue santé, ça veut dire que là, on commence à jouer avec les limites physiologiques et on commence à mettre plus de charge que ce que notre corps est capable d'encaisser. Et ça, faut vraiment le comprendre. Alors, c'est vrai que quand on est... vous voyez, même moi, là, en tant qu'athlète, quand je repense aux équipements que je mets, je sais que ça m'aide, etc., mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'impact négatif pour le corps. Pour autant, quand je vois... Si vous avez déjà regardé des vidéos, par exemple, de force athlétique, je sais même pas si on appelle ça aussi de la force athlétique, du coup, mais vous savez, quand ils utilisent des bandes pour les genoux, ou des espèces d'élastiques, là, pour le bench, où ça renvoie. Les bandes pour le genou, pareil, ça renvoie très très fort. Quand je vois ça, moi, ça m'effraie, parce que je me dis, là, ça veut dire vraiment la bande, juste elle est mal mise ou quoi, ton corps, il se fracasse, par exemple. La barre, pareil. Et ça montre que, en fait, l'outil t'aide à, mais pour autant, est-ce que déjà ton corps, il est même préparé à juste déraque une telle barre? Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, d'ailleurs, ces athlètes-là, on voit qu'ils sont pas bien physiquement, hein. Ils sont vraiment pas bien. Et on se dit que là, l'impact santé, il est quand même important, parce que on va au-delà de la limite physique, puisque on est capable de porter des charges qu'on serait complètement incapable sans équipement. Et en vrai, dans le streetlifting, du coup, j'allais dire c'est la même chose, oui et non, dans le sens où y a quand même des aides qui permettent de soulever des charges supplémentaires par rapport à un mouvement en row. Après, je trouve que le delta reste encore limité. Je veux dire, en vrai, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses différences. On n'a pas 50 kilos de différence, vous voyez, entre équipé et pas équipé. On va avoir 5, 10, peut-être 20 sur le squat, et encore, franchement, mais rarement au-delà. Donc, je me dis, l'impact est encore limité, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce phénomène de, là, on cherche la suroptimisation, mais plus du tout
ce qui est bon pour le corps. Et d'un point de vue technique, on voit aussi en streetlifting, parce que c'est un sport qui reste nouveau, entre guillemets, mais on voit des évolutions techniques pour pouvoir soulever plus lourd. Je pense notamment aux dips, où on voit des techniques avec le bassin qui bouge à peine, les épaules très en avant, qui remontent, etc. Et là, on n'est plus du tout dans la quête de décharger les épaules ou de équilibrer les contraintes, mais juste dans la quête de qu'est-ce qui nous permet d'être le plus fort. Et c'est en ça que on va s'éloigner petit à petit de l'aspect santé et qu'on va privilégier effectivement la charge au détriment de ce qui peut être bon pour notre corps. Après, pour autant, moi je pense qu'on peut avoir un certain équilibre. Mon avis sur le sujet, c'est qu'effectivement en période de prépa, typiquement la période que je traverse, la santé elle passe en second plan. Là j'ai des bobos qui pop, etc. Je les mets grave sous le tapis. Je fais quelques petits trucs pour pas que ça m'empêche de performer, mais on va dire toute douleur ou sensation que j'ai qui ne m'empêche pas de faire mes mouvements, c'est sous le tapis, on verra après la compétition. Et ça, typiquement, quand on est dans une quête de sport santé, c'est pas ce qu'on ferait. On ferait quoi ? On déchargerait un petit peu sur nos mouvements, on regarderait d'où vient le problème, on ferait une analyse, etc. Et c'est ce que je ferai d'ailleurs après ma compétition si ces douleurs-là persistent. Mais c'est pour vous montrer que du coup, là, pendant cette phase-là, je ne le fais pas. Mais là où je vous dis que pour moi, c'est pas complètement incompatible, c'est que en période de prépa, effectivement, le versant santé va baisser au détriment de la performance. Par contre, en hors-saison, moi j'ai tendance à vraiment rehausser l'aspect santé et baisser l'aspect performance, puisque de toute façon, je touche pas énormément de lourd pendant mon hors-saison, et j'en profite vraiment pour faire le check-up de « Ok, là j'ai eu mal là, donc on rééduque pour ne plus avoir de douleur », mais j'essaye de comprendre aussi, du coup, pourquoi j'ai eu cette douleur-là. J'ai un manque de stabilité sur cette omoplate par rapport à celle-là, ça a entraîné de la surcharge, je vais bosser ma stabilité, etc. Et c'est ce qui permet de pouvoir tenir quand même sur le plus long terme. Alors j'ai pas 10 ans de pratique dans le streetlifting pour vous dire, sur 10 ans ça marche, etc. Mais en tout cas, c'est la vision que j'ai, et c'est celle que j'avais envie de vous partager également, c'est que streetlifting, performance et santé, pour moi, c'est compatible, mais à des curseurs différents, à des moments différents. Et s'il y a bien un seul conseil que je peux vous donner, c'est faites toujours de la réhab ou préhab. Ce que j'appelle réhab et préhab, c'est vraiment des exercices, une façon de faire, un protocole qui soit axé santé et qui soit axé plus sur la mobilité, enfin les choses plus subtiles. Parce que en coaching, en vrai, c'est pas ce qu'on va prioriser. Alors, à moins que vous ayez un coach qui soit très consciencieux à propos de ça, c'est rare qu'il vous mette des exercices de mobilité, de contrôle moteur, de réactivité, de souplesse, des fois, en vrai, si vous avez de la chance, ils vous mettent un petit peu de renforcement spécifique un peu pour les coudes, parce qu'ils savent que ça tape, pour les épaules d'une certaine manière. Et je critique pas du tout ça, c'est une très bonne chose dans un premier temps. Mais pour moi, si vous voulez performer à haut niveau sur la durée, c'est pas suffisant. Il faut aller vraiment dans le détail, comprendre ce qui chez vous est vos points de déficit structurels, parce que même si pour l'instant ça vous cause pas forcément de soucis, avec la surcharge, avec les prépas répétés, ça finira forcément par pop et vous causer quelques soucis. Donc ça, c'est vraiment un travail que je peux vous conseiller, de faire un check-up, voir un petit peu vos points de déficience et chercher à les améliorer en parallèle de vos entraînements, parce que ça vous évitera bien des blessures, probablement. Ça vous évitera d'être bloqué à un moment donné dans votre processus d'évolution, et vous avez toujours cette base qui continue de s'alimenter et qui fera que vous arriverez de mieux en mieux à encaisser. Avant qu'on continue, je vous laisse prendre 2 petites minutes pour pouvoir liker cet épisode ou mettre une review de 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify. Un petit commentaire, ça m'aidera énormément au référencement. J'avoue que ces derniers temps, je fais un petit peu moins la pub du podcast, donc la visibilité a un peu diminué, et c'est dommage parce que je pense que les épisodes peuvent aider vraiment du monde. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu de force, c'est toujours hyper important pour que je puisse continuer ce format. Et maintenant, on va parler de l'aspect énergétique et du streetlifting. La première chose que j'avais envie de parler dans cette partie-là, c'est de l'aspect alimentaire et composition corporelle. Le streetlifting, vous l'avez compris, on a 3 mouvements où on doit tracter son propre corps en plus d'une charge. Le mouvement de squat, c'est différent parce que on n'a pas vraiment à porter son poids sur son mouvement. Qui dit qu'on a à porter son poids, dit que d'un point de vue stratégique pour le sport, plus on est léger, moins on a de charge à porter.
Mais attention, plus on est léger, moins on a de force aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va amener indirectement à la quête de corps ultra sec. De corps ultra sec parce qu'on se dit, ok, je garde ma masse musculaire pour performer, j'élimine la masse grasse qui m'est inutile sur mes mouvements. Et ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur la santé énergétique. Et ça, je vous en ai parlé dans l'épisode du surentraînement avec le Red S syndrome. Pour vous expliquer qu'on peut arriver dans une phase, donc je vais pas refaire tout l'épisode, mais le Red S syndrome, c'est quoi ? C'est quand vous apportez pas suffisamment d'énergie à votre corps et qui va commencer en gros à dysfonctionner. Et c'est ce que peut favoriser un petit peu plus le streetlifting, là à la différence des autres sports de force qui eux n'ont pas besoin de soulever leur propre poids. On le voit d'ailleurs rien que sur les physiques, en haltéro ou sur la force athlétique. En général, les athlètes sont un petit peu plus gras. Alors je modère mes propos, ils sont pas gras, mais je veux dire par rapport au physique qu'on voit dans le streetlifting, ils sont quand même un peu plus gras parce que c'est moins gênant d'avoir plus de masse sur ces sports-là, même s'ils ont quand même tendance à faire des cuts, etc. En streetlifting, vous regardez les athlètes de haut niveau, globalement ils sont assez secs, et plus t'es sec, de toute façon, plus ce sera avantageux sur le sport. Donc ça, indirectement, ça va pouvoir amener des problématiques qu'on peut se poser la question d'un point de vue santé. Encore une fois, si vous n'avez pas de quête de suroptimisation, de performance poussée, de haut niveau, en soi, votre corps, vous n'êtes pas obligé de le remanier, sur la suroptimisation. En vrai, l'aspect très sec du corps, c'est vraiment déjà quand on pousse dans la suroptimisation. Donc vous voyez, si vous êtes sur une progression linéaire, que vous prenez pas la tête avec le poids, etc., déjà là, on peut rester un peu plus dans le versant santé. Et moi d'ailleurs, avec les athlètes que j'accompagne, c'est ce que je conseille. En général, je demande très très rarement, jamais même, à des athlètes de cut pour leur première compétition. Je préfère largement qu'ils s'inscrivent dans une compétition au-dessus, quitte à être très léger sur son poids de catégorie. Par exemple, une nana qui fait, 58-59 kilos, je vais lui dire inscris-toi en moins de 63, tu te prends pas la tête, t'as pas à cut, et comme ça t'es tranquille sur les premières compétitions, parce que il y a déjà tellement de trucs à gérer, tellement de stress, de nouveautés, de comprendre comment fonctionne son profil, etc., qu'on va pas s'embêter avec un cut. Et je trouve que ça peut vraiment entraîner des troubles alimentaires assez rapidement chez les jeunes femmes qu'on accompagne si on réfléchit comme ça. Après, évidemment, si mes athlètes ont envie de pousser le truc, de se qualifier pour peut-être de l'international, là, il faut y réfléchir parce qu'il faut jouer d'un point de vue stratégique. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est possible quand même d'être performant dans la discipline sans pouvoir suroptimiser d'un point de vue poids de corps. En revanche, quand on bascule dans la performance, évidemment, on va y penser un peu plus. Et au niveau des catégories de poids, on va aussi se retrouver avec des grosses sèches à l'approche de compétition pour pouvoir rentrer dans une catégorie qui sera la plus optimale. Et en fait, toute cette gestion du poids, ça peut entraîner déjà des troubles alimentaires, vous l'aurez compris, mais aussi un impact sur le corps d'un point de vue hormonal. Et j'ai envie de dire encore plus chez les femmes, parce que autant les hommes peuvent physiologiquement descendre à un taux de masse grasse assez bas sans problématique, autant les femmes, c'est plus compliqué parce qu'elles ont besoin d'avoir un maintien graisseux pour être en bonne santé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes en streetlifting. Si vous êtes une femme que vous faites du streetlifting, vous me donnerez votre témoignage là-dessus. Mais je connais énormément de femmes dans la discipline qui, à un moment donné, n'ont plus eu leurs règles. C'est pour ne pas dire toutes les femmes, limite, mais je connais énormément de femmes à qui c'est arrivé. Et ça dénote quand même d'un gros dysfonctionnement d'un point de vue hormonal que de ne plus avoir ces règles. Et que ce soit autant répandu dans la discipline du streetlifting, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose au niveau du poids. Après, il y a plein d'autres choses, il y a au niveau du surentraînement, tout ça. Tout ça, ça peut rentrer en jeu, évidemment, mais il y a quand même une gestion, je trouve, au niveau du poids à surveiller. Et je sais que moi-même, j'ai pas eu mes règles à un moment donné pendant plus d'1 an. Et c'est un peu au moment où j'ai commencé à remanger un peu plus aussi, que c'est revenu un peu plus à la normale. Je pense qu'effectivement, baisser beaucoup d'un point de vue masse grasse, c'est quand même compliqué, enfin on le sait, d'un point de vue cycle hormonal. Donc attention par rapport à ça, et j'apporte vraiment un point de vigilance, d'ailleurs que vous faites du streetlifting ou pas, ne pas avoir ces règles chez une femme, ce n'est pas normal. Ça dénote d'un problème hormonal, et on a tendance à sous-estimer ça. Je sais pas si vous avez cette impression également, mais en fait c'est tellement
répandu qu'on banalise ça. Moi, j'avais pas mes règles pendant 1 an, je vous avoue, je m'en suis pas préoccupée. Je suis en mode, je m'en préoccupe pas, et je sais pas, il y a un matin, je me suis levée, je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre. Parce que, en fait, au-delà du fait de pas avoir ces règles, on va pas forcément sentir peut-être d'autres symptômes, on va pas avoir de douleur, limite, pas avoir ces règles, je vais dire, c'est cool. Juste d'un aspect pratique, c'est moins chiant, voilà. Donc on va pas forcément noter la gravité de la situation et on peut la laisser traîner alors que c'est juste pas normal et que ça dénote d'un problème hormonal. Et si je peux vous convaincre aussi de consulter par rapport à ça, dites-vous que si vous n'avez pas vos règles, c'est qu'il y a probablement un problème au niveau de vos hormones et que si vous avez probablement un problème au niveau de vos hormones, ça bloque aussi une certaine partie le fonctionnement de votre corps et le fonctionnement d'un point de vue performance. Je vous le dis comme ça parce que moi je sais que j'ai beau être kiné, mais si vous me reliez un peu les problèmes de santé à la performance, tout de suite je vais aller consulter plus facilement que si on me dit parfois c'est juste pour ta santé et vu que j'ai pas l'impression directement que ça a un impact pour ma santé, bah je peux avoir tendance à laisser passer le truc. Je vous dis, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est typiquement moi et ma santé, en vrai. Mais du coup, si ça peut vous encourager à consulter, dites-vous que si vous consultez, vous serez plus fort. Je raccourcis, je vous ai fait un whipping de fou, mais vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, c'est pas normal et je vous invite vraiment à consulter si c'est le cas. Ça, j'en parle énormément pareil aux athlètes que j'accompagne. Parce qu'il y a quelque chose à voir, ça veut pas dire que il faudra forcément remanger plus, il faudra prendre du poids, mais ça peut vouloir dire voilà, qu'il faut adapter l'intensité. Et le but, c'est quand même de durer dans notre pratique. Donc en fait, si vous êtes déjà en train de faire souffrir votre corps, dans tous les cas, à un moment donné, ça reviendra encore plus fort et vous allez vous prendre un mur. Là, si vous avez l'impression que c'est pas grave parce que vous arrivez quand même à performer malgré les troubles que vous pouvez avoir, dites-vous que vous faites que tirer sur la corde et le jour où ça va péter, ça pètera sûrement plus fort que si vous avez anticipé les choses. Point suivant, je voulais qu'on aborde cette fatigue cognitive, cette fatigue nerveuse, cette fatigue mentale dont je vous ai récemment parlé quand on va soulever du lourd. Quand on va soulever du lourd, quand on va mettre de la charge, à un moment donné, c'est beaucoup de fatigue nerveuse. Qui dit fatigue nerveuse dit aussi impact sur le quotidien par une sensation de brouillard, d'être toujours dans les vapes, d'avoir du mal à réfléchir, de mettre plus de temps à faire une tâche qui nous prendrait beaucoup moins de temps. Vous voyez, un peu comme si on était épuisé en permanence. Et quand je dis épuisé, c'est pas juste fatigué, c'est vraiment épuisé. Pour ceux qui n'ont jamais eu cette sensation-là, c'est un peu comme si on vous privait de sommeil pendant 2 nuits d'affilée et qu'on vous demandait de faire votre vie normalement. Bah, c'est vraiment la sensation qu'on peut ressentir parfois en prépa, malgré le fait de faire des nuits de plus de 10 heures pour ma part. Et ça, on peut se poser la question de est-ce que, au long terme, ça aurait pas un impact sur les cerveaux ? Est-ce que je suis pas en train de me griller des neurones que je ne récupérerai pas ? Je vous rassure tout de suite, la réponse est non. Non, ça ne va pas avoir d'impact, en tout cas pas d'impact connu au long terme comme ça peut l'être pour d'autres sports. À propos de cette fatigue nerveuse, la fatigue nerveuse se récupère. Ces symptômes sont réversibles avec de la récupération. Après, si on tire sur la corde et qu'on récupère jamais, là on va basculer dans ce qui est surentraînement, éventuellement raideur syndrome. Et là, les symptômes seront plus importants, mais juste d'un point de vue pratique classique, vous n'aurez pas de facteur irréversible au niveau du cerveau, heureusement. Je suis bien contente de savoir que mon cerveau va rester performant une fois que j'aurai récupéré. Mais c'est bien de se poser la question et c'est bien d'y réfléchir parce que, je vous avoue, même moi, ça me faisait un petit peu peur au début de me dire « Mais attends, je n'arrive plus à réfléchir. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, tout le temps, mon cerveau va toujours à 10 000 à l'heure. Moi, j'ai vraiment une hyperactivité cognitive. Donc mon cerveau s'arrête plus. Et de voir que là, bah, il fait le même effort, mais il y a un temps de latence énorme, c'est quand même un peu perturbant dans le quotidien et même dans sa réflexion. Donc c'est bien de pouvoir savoir qu'en tout cas, c'est réversible avec de la récupération et que du coup, la notion de récupération doit prendre une place principale dans votre discipline également. Je vous en parle très souvent, j'insiste beaucoup dessus, mais parce que c'est ultra important. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse je suis en train de penser, je sais pas si je le ferai sous forme d'épisode de podcast, vous me direz, ou sur un post plus court sur les réseaux sociaux, mais depuis que j'ai mis en place vraiment une routine là pour la récupération, j'ai énormément amélioré ma HRV. Et vous savez, la HRV, c'est la variation de la fréquence cardiaque nocturne.
Et plus elle va être élevée, plus ça veut dire que le corps est capable de s'adapter et récupère. Et là, franchement, je l'ai énormément amélioré, sachant qu'avant, j'étais, parce qu'on a une courbe de comparaison par rapport à notre profil, femme, tel âge, etc. J'étais dans mauvais. Vous dire à quel point ma récupération avec mon stress, mon anxiété et tout, c'est catastrophique. J'étais dans mauvais, et là, j'ai vu, je suis revenue dans bon, hein, je crois. Je suis passée par moyenne, et là, j'étais même dans bon. Donc je suis trop contente d'avoir pu améliorer ça et de toute façon, en vrai, je le sens au quotidien. Je le sens au quotidien et même sur mes entraînements, la manière dont je les aborde, etc. Je sens que je récupère beaucoup mieux. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais il faudrait que je vous en parle sur vraiment qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement, ce qui m'a vraiment le plus aidé et comment j'ai amélioré ce paramètre-là parce que je pense que ça peut vous aider si vous sentez que vous avez du mal à récupérer également. Un point aussi très important et un peu sous-coté, que j'avais envie d'aborder avec la pratique du street lifting, c'est l'aspect psychologique et l'aspect identitaire de la discipline. Parce que, comme on a une discipline qui se mesure ultra facilement, puisqu'on met des charges, on calcule un total, je veux dire, c'est très facile de se comparer au contrario d'un sport où, je sais pas, si vous faites du ping-pong, vous voyez des vidéos du voisin faire du ping-pong, vous pouvez pas trop savoir, bon, peut-être que vous pouvez savoir s'il est meilleur que vous par rapport à des qualités techniques, mais je veux dire, vous n'avez pas de preuves chiffrées que la personne est forcément meilleure que vous, si ce n'est son palmarès, etc. Alors que nous, en street lifting, directement sur les mouvements, si je leste 10 kilos et que mon voisin leste 20, à un moment donné, il est plus fort. Je peux me faire le film que je veux dans ma tête, il est plus fort, vous voyez ? Et ça, c'est un aspect qui peut altérer la santé. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça a vite fait de nous rendre fous, de nous matrixer, de nous faire croire que, en tant qu'athlète, on se résume à une performance. Et longtemps, j'ai été dans ce truc-là, et je pense que parfois, j'ai des moments de faiblesse aussi qui font que je replonge là-dedans. CF, pour ceux qui me suivent sur Insta, mon dernier post, pour expliquer rapidement à ceux qui me suivent pas forcément sur Instagram, j'ai fait une performance en dips que j'avais jamais fait. J'ai fait 3 reps à 60 kg en dips. Donc en vrai, c'est énorme. Et c'est une perf que, limite, je voulais même pas poster parce que déjà, j'ai loupé la dernière, je voulais faire 4 et j'ai pas fait ma 4e. Et que en plus, je me suis dit, en fait, sur les réseaux, c'est trop banalisé, ça, c'est nul. Enfin, dans ma tête, j'ai vraiment eu cette phase-là. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est fou de penser ça, alors que c'est nul parce que t'as vu quoi, 1 personne, 2 personnes le faire ? Je sais même pas si j'ai vu 5 personnes déjà faire ce type de perf, et quand bien même, si c'était une performance que j'avais jamais faite pour moi, pourquoi je vais avoir honte de ma progression à moi ? Et en vrai, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça d'ailleurs, parce que autant sur le muscle up, je sais que voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont meilleures que moi et je suis grave ok avec ça. Je sais que j'ai mon rythme, etc. Et que tant que j'évolue, je suis contente, même si c'est plus lent. Bon, des fois, c'est un peu frustrant, etc. Mais je veux dire, je suis grave ok de partager les charges que je fais. Mais là, je sais pas, j'ai eu un genre de blocage. Et c'est vraiment pour vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. C'est qu'il y a des moments, on peut avoir l'impression que notre identité est reliée à nos performances. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis dit, là, je suis reliée à une personne qui sait pas faire 4 fois 60 en dips, et je me sens nulle, du coup, de pas savoir faire ça. Alors que, rien que la perf, il n'y a pas 1% de personnes, en vrai, dans le monde qui peut faire ça. Mais c'est ce sentiment-là, vu que c'est des données chiffrées, qu'on voit aussi sur les réseaux que les grosses perfs, on est juste rempli de grosses perfs en permanence, et on oublie un petit peu déjà d'où on vient, et ce qui est la réalité de la vie. Parce que forcément, quand on fait un sport de force, je pense que vous êtes un peu comme moi, on suit les meilleurs de la discipline, et à force de voir du coup les meilleures perfs de la discipline tout le temps, je pense que ça biaise un peu la vision qu'on peut avoir de soi-même. On peut peut-être se dire, je suis en retard, je suis moins bon, etc. Sachant qu'en plus, les réseaux, on va pas faire tout un debunk sur les réseaux, mais on montre ce qu'on veut sur les réseaux. Hein. Les gens vous montreront que quand ils réussissent, ils vous montreront des perfs, mais ça se trouve, vous savez pas, ils ont plus 10 kilos de PDC à ce moment-là. Donc en fait, t'es en train de te comparer avec quelqu'un de ta caté qui n'est même plus de ta caté, qui ça se trouve à échec 15 fois avant mais te l'a jamais montré, et du coup toi t'es là, quand t'échoues t'es en mode pourquoi moi j'échoue et personne d'autre échoue. Et c'est un peu ce truc là où je dis ça peut basculer d'un côté perte de santé, parce que ça peut vraiment avoir un impact psychologique, et je l'ai déjà vu
auprès de nombreux athlètes qui au bout d'un moment craquent et arrêtent complètement la discipline parce que juste ça leur fait perdre confiance en soi, alors qu'à la base, c'est un sport qui ne peut que te faire prendre confiance en toi, de te dire ok, je deviens de plus en plus forte par rapport à la moi que j'étais, je soulève plus lourd, j'arrive à faire plus de choses. Enfin, moi je sais que c'est aussi ce qui m'a plu dans la discipline, c'est de me sentir valorisée par ce que je fais moi-même, de me dire je suis en train là de faire des performances actuellement que j'aurais même jamais cru possible. Je me revois en train de faire mes dips à l'élastique parce que j'arrivais pas à les faire poids de corps. Et tu m'aurais dit à ce moment-là, continue de tryhard, t'arriveras à faire 3 fois 60. Je me serais dit, mais dans quel monde? Dans quel monde? Et c'est dans le même monde pour autant. Donc c'est super important de se rappeler de ça et de garder ce truc-là. Et si vous sentez que... Je parle beaucoup des réseaux parce que c'est souvent comme ça qu'on a l'élément de comparaison. Si vous sentez que ça vous impacte, n'hésitez pas à bloquer les profils qui vous impactent, même si vous n'avez pas forcément d'animosité avec la personne, de moins regarder et de vraiment plus vous concentrer sur votre parcours. Parce que qui que vous soyez, qui m'écoute et qui me regarde, je suis sûre que vous avez énormément évolué dans votre discipline, que ce soit le streetlifting ou une autre d'ailleurs. Et c'est ça qui doit vous animer, vous donner la flamme de continuer, qui doit vous valoriser. Et en vrai, ce que font les autres n'enlève pas ce que vous avez. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est très fort et que vous admirez que ça veut pas dire que vous êtes très fort à votre manière et que on vous admire. Et la chose importante aussi que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas résumé à votre performance. Vous n'êtes pas forcément un mauvais athlète parce que vous n'avez pas des grandes performances. Moi, je connais des athlètes qui ont des petits totaux, on va dire, par rapport à ce qui se fait, et qui, je vous jure, m'inspirent 1000 fois plus que des athlètes de haut niveau qui ont des gros totaux. Parce que, en fait, ta qualité d'athlète, c'est ok ce que tu fais à l'entraînement en termes de performance, mais c'est aussi la manière dont ton mindset, dont t'abordes l'entraînement, dont tu te bats pour tes objectifs, tu te bats contre tes difficultés, tu prends ça à cœur, tu prends ça au fond de toi. Vous voyez, moi je sais que je suis beaucoup plus animée par ça et c'est pour ça que je vous dis que la plupart des athlètes qui m'inspirent, c'est pas forcément ceux au plus haut niveau, il y en a quelques-uns évidemment, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez inspirer des gens et vous pouvez vous inspirer vous-même juste dans votre manière de vous comporter, dans votre manière d'aborder votre performance, dans votre manière de pratiquer. Et encore une fois, même si vous n'avez pas envie de pratiquer à haut niveau, juste dans votre manière de kiffer ce que vous faites. Et je sais pas si elle écoute mes podcasts, mais là, ça me fait penser à une fille du streetlifting qui s'appelle Marie. Si tu m'écoutes, en vrai, je serais contente que tu m'écoutes parce que je trouve que c'est important de parler un peu de ton parcours. Donc Marie, qui, je sais pas son nom de famille parce que c'est pas moi qui la coachais, qui, du coup, de base, s'entraînait un peu dans le but de performer, etc. et qui s'est dit, en fait, j'en ai marre, j'ai juste envie de kiffer. Et là, qui était en mode, je veux juste kiffer. Elle a arrêté de faire du coaching, elle se coach elle-même, elle kiffe. La dernière fois, je l'ai croisée sur une compétition, elle avait personne pour l'accompagner, et elle était trop contente. Elle mettait ses petites barres, ses petits trucs, et juste elle kiffait. Et vous voyez, bah, une personnalité comme ça, je vous jure que ça va grave m'inspirer de me dire, en vrai, elle a raison. Elle a raison, moi je suis là à stresser, à me rendre malade des fois pour des trucs, alors on n'a pas les mêmes objectifs, mais en vrai, je trouve ça hyper inspirant de se dire aussi, bah, on peut pratiquer le streetlifting sans se prendre la tête, sans devenir complètement matrixé de tout, se laisser parasiter partout. C'est vraiment pour vous montrer que du coup, voilà, vos performances ne résument pas qui vous êtes, et en fait, vous pouvez exprimer le qui vous êtes à travers votre façon de pratiquer, et c'est ça qui fera votre unicité. Pour conclure un petit peu cet épisode, vous l'aurez compris, santé et streetlifting, c'est pas incompatible. C'est pas le sport qui fait que ça va être incompatible avec la santé, mais c'est plutôt la manière dont on l'aborde, la manière dont on le pratique, et surtout la manière dont on arrive dedans avec peut-être des espérances très hautes par rapport à ce que le corps est capable d'encaisser, mais que si on réajuste tout, qu'on fait en sorte de se renforcer pour la discipline, qu'on fait attention à nos points de déficience en termes par exemple de mobilité, contrôle moteur, de force, qu'on rééquilibre tout ça, qu'on travaille ça en parallèle, bah c'est pas du tout incompatible. Et dans la quête de haut niveau, pareil, il suffit d'un peu équilibrer les choses. Évidemment qu'on est beaucoup moins dans un sport santé que si on ne cherche pas à faire de compétition, etc. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est une partie qu'on doit complètement mettre sous le tapis et délaisser.
Vous l'avez compris, en hors saison, on peut la prioriser un petit peu plus et c'est aussi ce qui nous permettra d'être plus fort, plus performant sur les périodes de saison où là, malheureusement, on va un peu moins se préoccuper de la santé pour laisser place à la performance. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, comme d'habitude, me faire des petits retours, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!